Bonjour à tous, bienvenue en direct de mon salon, comme d'habitude pour ces paroles d'experts. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis cofondateur et président de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation certifié Calliope, on fait aussi du coaching et on est spécialisé dans l'accompagnement principalement des managers à tout ce qui est soft skills, donc compétences comportementales, que ce soit les fondamentaux du management, leadership, feedback, gestion du temps, gestion de projet et notamment prise de parole et rhétorique. On fait régulièrement des webinaires comme ça pour vous partager gratuitement avec nos experts, vous apporter de la valeur sur les sujets dont on est expert de notre côté. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Mathieu Wildaber, que je suis très heureux Mathieu que tu sois là avec nous. Euh, pour te présenter, je ne sais même pas par où commencer tellement tu as fait de trucs, c'est assez impressionnant. Donc, je vais dire ça très rapidement, histoire de ne pas mettre la honte à tout le monde, moi le premier. Mais en gros, Mathieu, tu es notre expert prise de parole sur notre formation blablabla, rhétorique et prise de parole. On te présente souvent comme un architecte du discours. Tu as formé des gens à la prise de parole sur 3 continents différents, au Québec, en Inde, en Europe, en Suisse, France, etc. On a travaillé ensemble dans une des plus grandes entreprises de retail françaises. Je ne sais pas trop à quel point j'ai le droit de dire le nom, donc bon, je me préserve au cas où. Tu as aussi bossé avec les plus grandes entreprises de luxe. Tu as accompagné une soixantaine de poéticiens. Tu as écrit un bouquin qui est le petit manuel de rhétorique en entreprise. La règle aujourd'hui, parle ou crève. Euh, on- Tu interviens, je vais finir par ça aussi, tu interviens régulièrement à la radio et télévision suisse. Certains te prénomment déjà comme le nouveau Clément Viktorovitch français, enfin suisse du coup. Euh, Donc voilà, ça fait pas mal de choses. En tout cas, c'est un vrai bonheur de faire avec nous. C'est toujours un plaisir de bosser avec toi. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que tu nous partages euh, ton expertise, notamment pour les managers, pourquoi il faut les former à la prise de parole, pourquoi c'est urgent, et du coup, quels sont les pièges à éviter, comment on peut progresser facilement, des tips que tu peux partager et qu'on peut activer dès cet après-midi et pour la suite, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Magnifique, merci beaucoup Raphaël. Déjà, vous avez une zone de chat, les gens, une zone de chat que vous pouvez utiliser, vous pouvez l'essorer, vous pouvez même l'agresser, cette zone de chat, juste pour poser vos questions, pour dire bonjour. C'est aussi de l'interaction, vous verrez, on va créer une sorte de mini réseau social à nous toutes et tous aujourd'hui, le temps d'une heure. Donc, n'hésitez pas à partager aussi des anecdotes, poser vos questions, à vous donner des tips aussi dans la zone de chat. C'est toujours bon à prendre. Et Raph, je me demandais finalement comment est-ce qu'on pourrait commencer, pas par provoquer, mais peut-être par chatouiller un tout petit peu les auditrices et les auditeurs. Et je pense que tu as préparé, si mes infos sont bonnes, une petite question sur l'authenticité. Tu m'as l'air très très bien informé, Mathieu. C'est étrange. Ouais, moi en fait j'ai un sujet qui me chafouine un petit peu, enfin qui me titille, et je sais que ça peut être un peu clivant. Donc c'est par exemple, en tant que manager, est-ce qu'il faut être authentique? Est-ce qu'on est pour ou contre l'authenticité en rhétorique? Donc je lance un petit sondage. Vous pouvez tous commencer à y répondre. Clac, clac, clac. Euh, voilà. Est-ce que globalement, il faut être authentique quand on communique? Je vois que les réponses sont pour l'instant sans appel. Ouais. Là, alors là, 100%, on pourrait croire qu'il n'y a qu'une personne qui a répondu, hein. Mais Non, vous non, non. êtes plusieurs dizaines, c'est un truc de fou. Il y a bientôt il y a plus de 30 votes déjà. Allez, Ah ouais. on continue, comme ça permet d'avoir aussi des échanges constructifs. On approche les Ouais, 35 réponses. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'authenticité? Alors, la question, elle est forcément binaire, hein, mais c'est le but. Il y a mille et une choses à dire sur l'authenticité, mais c'est la première prise de température pour vous faire participer. Moi, je peux te dire aussi pour continuer à chauffer les gens, voilà, bon, dès que je peux être authentique, j'essaie de le faire. Je sais que moi, par exemple, j'interviens beaucoup sur LinkedIn. Je sais que ça peut m'aider de temps en temps quand même d'être authentique. Je sais pas si c'est être authentique ou paraître authentique. Peut-être tu as des nuances toi de ton côté, mais en tout cas, à faire le buzz quand je partage des petits tips sur LinkedIn de mon côté,
j'aime bien, mais voilà, je sens que tu vas me clasher. Non, non, je vais pas non, non, pas du tout, pas du tout. C'est bon pour toi le Raph, le Vas-y, c'est sondage? bon. Ouais, ouais, c'est bon, on est bon. On a 93 de pour et 8, donc c'est des histoires d'arrondis parce qu'il y a eu beaucoup de votes et 8 de contre. Magnifique. Ça me permet moi peut-être aussi de parler de cette, en fait, en premier lieu, de la posture du manager. Vous allez prendre la parole, vous êtes une femme, un homme, peu importe, le contexte, vous le maîtrisez et vient à se poser la question de l'authenticité. Est-ce que je dois être moi-même quand je prends la parole en public? La réponse que j'ai, malheureusement, ne va pas plaire à 93-93 des gens. L'authenticité est un mauvais conseil en rhétorique, en prise de parole. Pourquoi? C'est pas parce que être authentique est mauvais, c'est parce que la société n'est pas prête à recevoir votre authenticité. On vit dans un monde où l'authenticité est devenue un facteur marketing, hein. On vous pousse à être vous-même. Donc les réseaux sociaux vont vous dire être soi-même, c'est presque devenu une marque de fabrique. Sauf qu'au moment d'être soi-même, vous n'allez pas convenir au moule de la société et la société va vous sanctionner. Il y a qu'à le voir finalement quand on va parler de management. Une entreprise m'appelle en disant, bon, bah, Mathieu, on a 3 personnes, hein, on a fait nos entretiens individuels de fin d'année. Il y a 3 personnes qu'on aimerait vous confier parce que ces 3 personnes, voilà, ils sont de nature introvertis, ils ne sont pas suffisamment ouverts à l'échange. OK, j'y vais, on y va, on travaille sur la prise de parole et je demande d'avoir accès aux autres interventions, enfin aux autres évaluations. Et finalement, l'entreprise me dit: «Non, non, mais les 3 autres, enfin les 4 autres managers en l'occurrence, eux sont tous de nature, ouverte, il y a pas de problème. Donc nous, on vous confie que les introvertis». Je dis: «Mais attendez, vous jugez la nature de 2 manières différentes. Donc finalement, ce qui fait que les gens sont eux-mêmes, vous le jugez de 2 manières différentes. Ceux qui sont introvertis, hein, et c'est bien spécifié, de nature introvertie, vous les coachez, donc vous leur imposez un coaching, mais ceux qui sont de nature extravertie, eux, ont l'impression de faire juste. Donc, il y a déjà cette balance qui n'est pas réglée correctement en entreprise. Et en plus, on a tellement fait de l'authenticité une marque, on a tellement abusé sur l'aspect marketing de l'authenticité. Et ça, c'est un exemple que vous m'avez certainement déjà entendu le prononcer parce que je le dis sur LinkedIn. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont paumés. Je suis en charge de 2 cours. Alors, on appelle haute école de gestion en Suisse. Le penchant, ce serait école de commerce en France. J'enseigne la rhétorique en école de commerce. Et les jeunes, eux, lorsqu'ils doivent se présenter en entretien d'embauche, ils me disent: «Mais monsieur Wildhaber, on ne comprend pas. J'ai en fait, je ne suis plus moi-même quand on me demande de mettre une chemise, une cravate, bref, je veux venir avec mes baskets, mais on me demande de mettre des chaussures sobres, des baskets sombres et cetera. Je ne suis plus moi-même». Alors, je ne sais pas si vous savez combien pèse une chemise, mais c'est environ 250 grammes de tissu, 300 grammes de tissu. Alors, vous imaginez qu'on vit dans un monde où 300 grammes de tissu suffisent à déstructurer l'authenticité d'un jeune. C'est-à-dire que 300 grammes de tissu versus l'authenticité d'un jeune, c'est les 300 grammes, ce sont les 300 grammes de tissu qui gagnent. Ça veut dire que c'est pas la faute du tissu, c'est la faute de la définition qu'on peut avoir aujourd'hui d'authenticité. Donc, non, je ne suis pas contre l'authenticité. Simplement que c'est c'est une mise en garde que je fais parce que être authentique dans un monde qui n'est pas capable d'accepter votre authenticité, eh bien, c'est vous qui vous prendrez les pieds dans le tapis. C'est malheureusement vous qui, euh, qui en paierez le prix. Donc aujourd'hui, pour moi, la solution, c'est d'être sincère. C'est le premier pas vers une authenticité, c'est d'être sincère, de toujours dire la vérité, d'être toujours capable d'amener ce qu'on souhaite amener, mais en emballant cette sincérité dans un contexte qui peut aussi convenir au monde dans lequel vous vivez. Je ferme la parenthèse sur l'authenticité. C'était, je pense, une superbe introduction. Et on peut passer à la suite. On peut passer à la suite, Raphaël. Et quelle est cette suite? Alors juste avant de passer à la suite, je vois qu'il y a déjà 2 questions qui ont été Ah posées. oui, bien Donc sûr. continuez de poser vos questions dans le chat. Là, en fait, on va faire un petit, focus au début sur des erreurs, et des erreurs un peu classiques et de comment progresser, les bases progresser. Donc ça va répondre à certaines questions qui seront déjà posées et celles qui n'auront pas été répondues, auxquelles on n'aura pas répondu, pardon, on les traitera dans toute une phase de questions-réponses à la fin, qu'on fera avant de conclure le webinaire. Donc surtout allez-y, continuez, posez vos questions, c'est top.
Et bah, du coup, on a la première erreur, j'allais dire, que tu viens d'évoquer en étant, si on veut mettre de l'authenticité à tout prix, donc authenticité à tout prix, non, sincérité, oui, ça j'entends. C'est ça. Et du coup, tu m'avais dit que tu avais 2 autres, zé problématiques classiques pour les managers. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Il y a 2 problématiques qui font que la communication du management est mauvaise aujourd'hui. La première problématique, c'est de se dire, et c'est une fausse croyance, c'est de se dire que le nombre de mots est égal à la crédibilité du messager. Ça, c'est faux. Et ensuite, que le nombre de mots est égal à la compréhension du message. Donc, première problématique, c'est d'associer quantité de matière à crédibilité et compréhension. Aujourd'hui, on le voit également en politique, hein, du moment où vous avez des gens qui veulent atteindre des élections en politique, on se dit, bah, tiens, plus je parle sur les ondes, plus j'obtiendrai de voix. C'est faux. C'est la même chose en entreprise. Les managers se disent, bah, plus je parle, plus je serai crédible. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on tombe très rapidement dans la case du je parle trop, je tiens le crachoir à moi tout seul et finalement, je ne parle qu'avec moi-même. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, la deuxième problématique derrière la parole du manager ou de la manager, c'est de se dire que finalement, euh, la parole est un moyen d'exister. Alors oui, ça l'est, mais ça devient tellement maladif pour certaines personnes que ces gens-là vont vouloir justement surparler, vont devenir des vrais moulins à parole. Et le problème, c'est quand on prend la parole uniquement pour exister et non plus transmettre un message clair, concis, précis, on devient une éolienne sur pattes. C'est-à-dire qu'on devient vraiment quelque chose qui brasse de l'air, on devient quelque chose qui ne va servir qu'à alimenter finalement son propre circuit et qui n'est plus utile à celles et ceux qui écoutent. Donc, cette double problématique, quantité de matière égale crédibilité et compréhension, plus je parle, donc j'existe, cette double problématique fait qu'aujourd'hui, on manque cruellement de clarté, de concision et de précision. OK, donc là, hop là, pardon, j'ai cliqué un peu vite sur mon chapitre, mais en gros, c'est si tu as un truc que tu veux nous partager aujourd'hui pour, les bases de la clarté, concision, précision, Bien c'est sûr, c'est quoi aujourd'hui pour toi? la base des bases, c'est le triangle de la persuasion d'Aristote. Aujourd'hui, un manager ou une manager doit se demander comment est-ce que je peux intégrer ces bases de la rhétorique dans ma prise de parole quotidienne. Ce triangle, il nous explique qu'il y a 3 pôles à respecter pour qu'une prise de parole soit de qualité. Ethos, pathos, logos. Crédibilité, émotion, pertinence. Crédibilité, émotion, pertinence. Crédibilité, émotion, pertinence. Il faut que ça rentre. On peut le faire sur un petit post-it à côté de son bureau et laisser le post-it collé. Mais l'idée, c'est toujours de se demander, est-ce que ma prise de parole permet à celle ou celui qui m'écoute de croire dans ce que je dis, donc de me considérer comme émetteur, émettrice légitime. C'est vraiment ce travail sur la posture qui est indispensable. On ne peut pas simplement arriver. Vous savez, vendredi dernier, je débarque dans une entreprise pour, en fait, nous sommes en train de produire une formation qui doit servir de prototype. Cette entreprise, elle fait 13 000 collaborateurs. Donc, il y a des managers, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Et moi, je me pointe devant ces gens-là, place financière, enfin, place centrale à Genève, en Suisse. Et la première question, ce n'est pas de savoir si ce que je dis est pertinent ou non. La première vraie question, c'est est-ce que mes interlocuteurs et interlocutrices ont une bonne raison d'avoir confiance dans ce que je vais dire? Donc, c'est vraiment ce rôle de l'éthos, de la crédibilité, de la posture. Et si vous ne sécurisez pas en tant que manager ce point-là, tout ce que vous allez dire a beau être très pertinent, les gens ne pourront pas se jeter corps et âme dans votre discours parce qu'ils se diront, bah, est-ce que je peux vraiment croire, avoir confiance dans la personne qui est en face de moi? Après, évidemment, il y a toutes sortes de choses qui permettent de construire cet ethos, mais c'est à garder en tête, sécuriser sa posture. Ensuite, le lien émotionnel. Lien émotionnel, fabuleux. Non, plutôt, on va commencer par la pertinence, logos. Vous comprendrez pourquoi. Est-ce que dans mon discours, j'intègre une ligne argumentaire qui tient la route? Est-ce que mes propos sont logiques? Est-ce que mes propos sont accessibles, compréhensibles? Est-ce que mes propos sont pertinents? C'est le rôle du logos. Le logos va permettre un travail sur l'opinion de votre interlocuteur, interlocutrice. C'est lorsque vos collègues vont vous dire, oui, ben tiens, en tant que manager, je vois où tu veux en venir et je comprends ce que tu dis. Donc, c'est audible et ta ligne argumentaire, elle me paraît claire. En gros, hein, si un médecin vous dit faites du sport parce que c'est bon pour la santé, c'est logique. Mais si votre médecin vous dit faites du sport parce que c'est le seul moyen de réussir dans la vie, vous allez dire non, il y a un problème. Donc, c'est vraiment ce calibrage argumentaire. Et à ce niveau-là, si vous sécurisez votre logos, vous allez ressembler à une page Wikipédia.
Donc, vous êtes sympa, vous êtes intéressant, mais ça manque d'un côté un peu sexy, vous voyez, un peu émotionnel. Et le problème, c'est qu'on parle d'achat coup de cœur, pas d'achat coup de cerveau. Si vous n'intégrez pas des émotions dans votre discours, vous n'embarquerez pas les gens avec vous. Et ça, c'est le rôle du pathos. Donc, le rôle du pathos, c'est répondre à la question, quel est le lien émotionnel que je tisse avec mon public? Ça peut être des anecdotes, ça peut être une posture, un sourire, hein, on parlait du sourire dans le chat, ça peut être des interactions, s'intéresser à l'autre, ça peut être des effets de métaphorisation, ça peut être même de la prosodie, parler avec des variations sonores, ça permet aussi de stimuler son public. Bref, si vous n'avez pas cette triangulation, vous allez passer à côté d'un discours de qualité. Et c'est ce que je dis toujours au management que j'accompagne. Si les collègues n'embarquent pas, ce n'est pas forcément de leur faute. C'est peut-être aussi parce que le billet d'avion n'est pas attrayant. Pas mal. Et tu as évoqué déjà, très rapidement, CCP pour, Oui. clair, concis, précis. C'est quelque chose que d'ailleurs sur lequel tu reviens, très longuement dans notre formation. Est-ce que donc on a compris que c'était important. Est-ce que tu peux nous donner 3 tips? Déjà, tu peux nous dire peut-être pourquoi c'est important d'être CCP, clair, concis, précis, et 3 tips pour, réussir à l'être? Dans le bouquin que j'ai écrit, effectivement, je parle en sous-titre, parle ou crève. Donc c'est assez violent, c'est même très violent et je le revendique. Il y a un côté marketing, évidemment, quand vous êtes à la Fnac plein Paris, eh bien, vous devez sortir du lot avec un titre qui change aussi un petit peu de tout ce qui se lit. Mais c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, dans l'hyper-communication, tout le monde parle de tout, tout le temps. Est-ce qu'il faut donc se taire? Non, parce que sinon, vous disparaissez, vous êtes enseveli sous ce flot de communication. Et on ne parle pas que de réseaux sociaux. Vous prenez aujourd'hui Teams ou Slack en entreprise, vous imaginez le nombre de notifications qu'on reçoit, Teams, hein, ce petit bruit de notif Teams qu'on reçoit par jour, c'est juste infernal. Donc, dans ce monde de l'hypercommunication, il faut pouvoir viser juste du premier coup. Et c'est pour ça que j'ai mis sur pattes ce sigle CCP pour clarté, concision, précision. Parce que lorsque vous prendrez la parole, vous n'aurez pas deux chances. Il faut sécuriser son message, qu'il soit aussi laser que possible. Donc, trois tips pour être plus CCP. Le premier, j'en parle tout le temps, mais parce que c'est fondamental. Vraiment, c'est fondamental et je pense que si vous devez retenir qu'un seul truc aujourd'hui, c'est bien ça. Le rythme ternaire. Le rythme ternaire, c'est le rythme en 3 temps. Vous devez apprendre à véhiculer vos idées en 3 temps, 3 sujets, 3 points, 3 étapes, etc. Pourquoi 3? Regardez autour de vous, ou plutôt lisez et écoutez ce qui se passe autour de vous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, matin, midi et soir, la naissance, la vie, la mort, les 3 petits cochons, les 3 mousquetaires, Yes, we can, 3 mots de Barack Obama, Just do it, 3 mots de la marque Nike, CCP. CCP, clarté, concision, précision, liberté, égalité, fraternité pour mes clients françaises et français. Il y a Uri, Schwyz, Unterwald, les 3 cantons fondateurs de la Suisse. Bref, le rythme ternaire est partout. Alors, c'est un rythme que notre cerveau a l'habitude de lire, a l'habitude d'encoder. C'est devenu un réflexe pour lui. Donc, si vous véhiculez vos idées en 3 étapes, 3 idées, 3 temps, c'est parler sur une onde, sur une fréquence qui est facilement perceptible par votre interlocuteur. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais Mathieu, moi, je ne peux pas parce que j'ai 8 points à traiter. Eh bien, faites-en que 3. Si ces 3 points sont suffisamment attrayants, vous allez générer une envie de poser des questions et les 5 points restants, je peux vous garantir qu'ils auront beaucoup plus de valeur si les gens s'y intéressent, donc si les gens posent des questions, plutôt que s'ils sont transmis sans aucune mesure, enfin sans aucune considération et finalement on fait du forcing. La deuxième étape pour être plus CCP, c'est un exercice que vous pouvez faire dès cet après-midi, dès demain 8h, dès demain matin 8h, c'est la règle du tiers de moins. Vous avez 10 slides à présenter, 10 PowerPoint à présenter, n'en faites que 7. Vous avez 10 minutes de temps de parole, supprimez-en 30%. Vous avez 100 mots à transmettre, supprimez-en 30%. La règle du tiers de moins, elle vous oblige à faire quoi? Elle vous oblige à hiérarchiser la qualité de l'information. Et lorsque vous avez un cerveau qui est programmé pour hiérarchiser la qualité de l'information, vous allez dès le départ
vous focalisez sur quelque chose qui a de la valeur. Et c'est bien ça. Dans le monde de l'hypercommunication, il faut tout de suite se cibler sur ce qui a du sens et sur ce qui permet à votre interlocuteur de dire ça, ça m'est utile. C'est vraiment important. Et le dernier outil, c'est un outil un peu plus dur à utiliser peut-être, c'est le silence. Le silence, c'est un, un magnifique allié qui va pouvoir faire plusieurs choses. Pourquoi un manager ou une manager devrait intégrer le silence dans l'animation de réunion, dans la négociation, dans les échanges même informels? Tout d'abord, le silence permet de créer l'attention. Alors, je ne suis pas un grand fan des phrases toutes faites, hein, mais vous avez, tout le monde a déjà entendu cet oxymore, le silence assourdissant. C'est-à-dire que le silence, paradoxalement, fait beaucoup de bruit. Quand vous vous taisez, tout le monde est là. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Tac, on range son téléphone portable et on se dit que ça va nous tomber dessus. Donc, ça veut dire que le silence permet de centraliser l'attention sur l'émettrice ou l'émetteur du message. Mais ce n'est pas tout. Le silence va permettre aussi de mettre en lumière un propos. Si moi, je vous dis que je suis passionné de rhétorique, et que si je suis passionné, vous voyez le silence que je viens de poser après passionné de rhétorique, ça met l'emphase, ça met en lumière la passion et la notion de passion pour la rhétorique. Et ça, c'est fondamental si vous voulez que le public retienne quelques séquences clés, quelques punchlines, quelques arguments forts de votre discours. Et là, vous pouvez simplement ensuite aller sur Google ou sur YouTube, même, c'est plus simple et plus rapide. Vous tapez abracadabrantesque Jacques Chirac et c'est l'un des grands silences politiques en France. Jacques Chirac a placé un silence de 4 secondes après avoir placé devant Élise Lucet, je crois que c'était elle, après avoir placé abracadabrantesque, il a lâché un silence de 4 secondes. Résultat, le lendemain, tous les journaux titraient abracadabrantesque, situation, etc., etc. Par contre, si je vous dis que, mesdames et messieurs, la situation, elle est abracadabrantesque parce que d'un côté, vous avez ceci, parce que d'un côté, vous avez cela, je noie mon terme et il n'est plus aussi mis en valeur. Donc, finalement, il se dilue complètement dans le message. Donc là, c'est aussi un moyen d'être beaucoup plus précis lorsque vous voulez mettre en lumière un élément. Et je conclurai ces 3 tips pour être CCP, donc le rythme ternaire, le tiers de moins et le silence, par peut-être un tout petit peu de théorie sur le débit. Sachez qu'un débit rapide, parce que quand on parle de silence, on parle de rythme et donc de débit. Quand on parle d'un débit rapide, le débit rapide est toujours au service de l'émetteur, de l'émettrice. On va vous dire en communication qu'il est mauvais de parler vite, c'est faux. C'est très utile à certains moments clés de votre discours, puisque les gens vont simplement se dire que la personne, même si on ne comprend pas tout ce qu'elle dit, elle est crédible, elle a l'air de savoir ce qu'elle dit. Et donc, un débit rapide est un débit qui permet de mettre en lumière aussi votre propre posture. Par contre, un débit lent est un débit qui est au service du message. Et donc, plus vous allez parler lentement, plus les gens retiendront facilement ce que vous dites, mais plus vous, en tant qu'émetteur, émettrice du message, vous vous effacerez, vous serez en second plan. Donc, apprenez aussi à jouer en tant que manager entre le débit rapide et le débit lent. Vous verrez, ce n'est que vraiment du bonus pour avoir une communication claire, concise, précise et une communication maîtrisée. Trop bien. Merci Mathieu pour ce petit, j'allais presque dire court, tellement c'était bien cadré tout ça sur la communication en tant que manager. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat avec Mathieu. Et d'ailleurs, j'ai une première question. Oh, attends, mais je vais même lancer le petit truc Q&A. Comme ça, je pense au replay. Ça, c'est top. Et on a une première question qui est arrivée de Michaela, que je vais diffuser tout de suite. Tac. Et c'est comment répondre à un collègue qui vous pose une question, mais qui n'en est pas une. Donc en fait, il souhaite une réponse précise et il est fermé à toute autre réponse que ce qu'il attend, quoi. Et parfois, je me dis, ça peut même être en mode. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à mes associés, vous en pensez quoi de ce truc avant de l'envoyer, parce que j'attends juste une validation ou qu'on me dise bravo Raph, c'est bien. Et derrière, il me déchire. Et là, je suis. J'aurais jamais dû leur poser la question. Donc, effectivement, il y a plusieurs typologies de questions. Il y a une sorte de question même qui est une sorte de maladie en entreprise. Et c'est très drôle parce que je vous donne rendez-vous demain à 7h56 pour celles et ceux qui sont réveillés
parce que j'en parle tous les jours, enfin, j'en parle demain à la chronique justement Radio-Télévision Suisse. C'est ce qu'on appelle la formule interrogative. Vous savez, ces gens qui viennent en entreprise et qui vous disent Raphaël, ne penses-tu pas que tu aurais peut-être dû appeler le client hier plutôt qu'aujourd'hui? Voilà, c'est pas typiquement ça. Ce n'est pas une question. C'est ce qu'on appelle une formule interro-négative. Alors, elle pose problème sous plusieurs axes. Le premier axe, c'est un manque cruel de courage. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le courage de donner un avis ou de transmettre un conseil franc. Donc, ils doivent noyer ça sous une formule pseudo-question, qu'on va appeler formule interro-négative, ce qui fait qu'on perd aussi, ou alors on perd en crédibilité, mais on gagne en hypocrisie. Donc, premièrement, c'est une fausse question. Deuxièmement, ça ne donne pas envie à l'autre d'interagir. Pourquoi? Parce qu'on sent très bien qu'on est en train de donner un avis. Hein, cette fameuse question, qui n'en est pas une, qui est plutôt un avis, eh bien, elle ne pousse pas l'autre à rentrer dans un dialogue. Dia veut dire au travers, donc elle ne pousse pas l'autre à aller au travers. Comment réagir, comment répondre face à ce type de question? Alors, si ce n'est pas une question, mais que la personne donne un avis, vous répondez simplement OK. Pourquoi? Parce que la personne en face va dire: «Mais, OK, comment ça? Je t'ai posé une question?» Et là, vous dites simplement: «Non, non, 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 qu'on soit clair, ce n'était pas une question, tu m'as donné un avis, je le prends en considération, c'est parfait, merci». Parce que le problème, c'est que si vous commencez à répondre à une question qui n'existe pas, vous allez commencer à arroser de la mauvaise herbe. Et on n'arrose pas de mauvaise herbe. C'est-à-dire qu'on on ne répond pas à une question qui n'existe pas. Répondez simplement OK, merci, j'en prends bonne note. Et là, vous verrez que la personne en face va vous dire mais attends, je lui pose une question, puis elle me répond OK, j'en prends bonne note. Et là, il faut juste avoir le courage de dire non, il n'y a aucun problème. Ce n'était pas une question, mais il n'y a aucun problème. Je prends en considération ton avis. Pour moi, c'est 100% OK. Et on va de l'avant comme ça. Point. Parce que si vous laissez croire à ces gens-là qu'ils posent des questions, vous ne rendez pas service aux autres collègues parce que ces gens vont continuer à disséminer ces fausses questions. OK, trop, trop bien. Enfin, pas mal ta technique. C'est-à-dire que si on vous donne un avis, ben vous répondez à un avis par OK, merci. Ouais, Qu'il soit déguisé ou non, cet avis, c'est juste comme ça. C'est impossible de répondre à quelque chose qui n'existe pas. ouais, ouais, c'est clair. Moi, j'ai un sujet, le temps qu'il y ait d'autres questions qui pop, mais moi, j'avais des petites questions pour toi, qui me sont très utiles. La première que j'ai en tête, c'est sur, le fameux PowerPoint. Donc en fait, PowerPoint, en gros, qu'on soit clair, heureusement, j'ai mon associé, Amaury qui m'aide à fond là-dessus parce que à chaque fois que j'en fais un, je suis torturé. Soit j'ai l'impression de mettre, trop d'infos et on me dit: «Mais tu mets trop d'infos, les gens, il faut pas qu'ils lisent, le PowerPoint, il faut qu'ils t'écoutent toi, nin soit après en fait, bah, du coup, j'en mets pas assez, mais après quand je veux transférer le PowerPoint à mes collègues, on me dit: «Bah, non, mais on comprend rien, c'est une succession d'images, c'est mignon, c'est inspirant, mais en fait, ça sert à rien». Enfin bref, en Ah, il y gros, a juste pre Vanessa qui nous dit: «On vous voit plus». Je ne sais pas si c'est, est-ce que vous nous voyez dans le chat? Juste qu'on soit sûr. ah, bah, le chat, ouais, dites-nous si jamais c'est nous ou si c'est Vanessa. J'espère que, ah, Marie, OK, oui. c'est bon, il nous voit. Ouais, OK, OK, alors il nous voit. Vanessa, on s'excuse, ça vient peut-être de votre connexion ou de quelque part, chez vous. Ah non, c'est bon, parfait. OK, alors, on conclut le sujet. Excuse-moi, Donc Raph, je t'ai interrompu ouais, sur PowerPoint. voilà, bah, du coup, ma question, c'était en gros PowerPoint, voilà: «Débrouille-toi, donne-moi des tips sur PowerPoint, aide-moi, je ne sais pas quoi faire avec PowerPoint». Heu, PowerPoint, le problème, c'est pas l'outil, le problème, c'est l'utilisation, qu'on soit très clair, hein. PowerPoint est un bon outil, simplement qu'il est mal utilisé. Pourquoi? Je vous donne un cas très concret. Lundi prochain, vous avez une présentation à faire. Évidemment, vous avez vos PowerPoint à prendre avec, vous êtes surchargé, vous n'avez pas le temps de la préparer, cette présentation, donc le dimanche soir, vous vous plongez là-dedans et vous n'avez pas le temps d'apprendre finalement les, quelques bullet points de votre présentation. Vous allez donc vous dire: «OK, j'ai mon document de présentation, mais comme je n'ai pas pu me préparer, il faut quand même que je mette un tout petit peu plus de matière dans mon PowerPoint, histoire de pouvoir suivre le cours de ma présentation en direct». Donc, c'est ce qui va donner ce fameux problème du retournement. Les gens se retournent toutes les 37 secondes pour lire ce qu'il y a sur le PowerPoint. Donc déjà, le PowerPoint n'est plus un document de présentation, il devient un pense-bête pour la personne qui diffuse son message. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on fait avec un PowerPoint à la fin d'une réunion? On l'envoie aux participants. Grave erreur. Pourquoi? Parce que la personne va simplement se dire, OK, comme Raphaël Maisoni n'est peut-être pas là demain, je vais devoir mettre encore plus d'informations
pour que Raph puisse je dirais, suivre et comprendre mon sujet sans que je sois là pour le présenter. Donc, PowerPoint n'est plus un document de présentation, mais ce n'est pas non plus qu'un document pense-bête, ça devient un document de résumé. Donc, vous avez du 3 en 1 qui rend le truc imbuvable, illisible, qui rend le truc, franchement, c'est presque, des fois, vous avez des renvois tellement les PowerPoints sont imbuvables, sont indigestes. Alors, comment faire? Premièrement, vous prenez une feuille A4, un stylo, et vous créez un document de travail, de préparation. C'est ce document que vous pourrez prendre avec vous le jour J. C'est OK hein, de bosser une présentation, une réunion avec une feuille dans les mains. C'est OK de suivre un plan sur une feuille A4 ou sur un bout de carton. C'est toléré. Il n'y a que dans c'est une bête croyance de dire non, il ne faut pas que j'ai de support. Non, vous avez le droit d'avoir un support, c'est OK. Mais au moins comme ça, on règle le problème du pense-bête, vous l'avez sous les yeux. Ensuite, qu'en est-il du document de présentation, le PowerPoint? Eh bien là, attention, il ne doit pas répéter ce que vous dites, parce que souvent, c'est le problème. Mesdames et messieurs, je vais vous parler des 3 points, donc comme c'est affiché à l'écran. Donc, point 1, comment prendre la parole en public. Point 2, comment être plus CCP. Point 3, quelles sont les erreurs à éviter? Vous voyez là ce que je viens de faire, je viens uniquement de répéter ce qui est écrit sur le PowerPoint. Imaginez la scène, Raphaël et moi, on fait une présentation à deux, et Raph et moi, on ne fait que répéter ce que l'autre dit. C'est exactement la même chose. On ne le ferait jamais. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait avec un PowerPoint? Donc, le PowerPoint ne doit faire que compléter une idée que vous allez transmettre, soit par un visuel, soit par un texte très aéré. Mais c'est vraiment un document qui vient compléter, qui vient préciser votre pensée. Et qu'en est-il du document résumé? Eh bien, plus simple, soit vous vous enregistrez, donc vous faites un vocal de la présentation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'enregistrer une note audio. Et donc, les gens peuvent recevoir le PowerPoint, même s'il est assez aéré, vous avez la possibilité de compléter ça avec un fichier MP3. Ou sinon, vous faites un document Word de résumé. Alors, c'est le premier qui prend du temps, il faut créer. Mais après, une fois que vous avez votre ossature, vous ne venez que remplir les cases de votre document Word et ceci, vous l'envoyez à votre cible. Et vous avez donc 3 éléments distincts. Ça prend du temps au début, mais je suis désolé, ce n'est pas parce que vous avez déjà fait une présentation que ça va bien se passer. Quand vous êtes invité à vos 3e Jeux Olympiques, eh bien, vous n'allez pas vous dire « je ne vais pas bosser puisque je suis déjà allé 2 fois aux Jeux Olympiques ». Vous allez redoubler d'efforts pour continuer à faire encore de meilleurs résultats. OK, trop bien. D'ailleurs, il y a Samy qui réagit. Alors je sais pas s'il y a moyen c'était une blague ou pas ou machin, mais on sait jamais. Franchement, ça se tente. Il dit en et quid, des chefs qui s'il y a pas, plus de 30 slides, eh beh, ils se disent qu'il y a pas de boulot, quoi. C'est de nouveau une bête croyance et ça va prendre du temps. Samy, je peux malheureusement pas arriver en disant bah, tiens, il faut juste leur dire non, parce que là, on en est à la première règle. Hein. Je vous ai dit que pour certaines personnes, la parole, c'est un moyen d'exister. Donc, pour un manager, d'arriver avec 75, 75 slides en réunion, c'est un moyen d'exister, c'est un moyen d'être validé, de se dire, regardez, je suis un bon manager, j'ai bien bossé, etc. Donc ça va passer par des formations, ça va passer par de la pédagogie, mais ça va aussi passer par un segment générationnel. Aujourd'hui, on voit qu'on est gentiment en train de passer le cap d'une génération. Donc, la génération d'en dessous arrive en tant que cadre dans l'entreprise. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes managers eh bien, qui vont vous avouer ouvertement que voilà, PowerPoint est aussi anesthésiant qu'une page Wikipédia. Enfin bref, là, il y a du changement. Mais malheureusement, ça va prendre du temps. Il y a une telle inertie dans les décisions d'entreprise, c'est assez affolant. Et d'ailleurs, j'ai même entendu parler d'entreprises qui carrément interdisaient PowerPoint, hein. Je crois que c'était Oui, chez Amazon ou ça se fait, c'est très américain, hein, c'est ouais, très américain, donc ça vient du monde anglo-saxon. Et la France a une proximité culturelle avec le monde anglo-saxon, ne serait-ce que par de sa géographie. La Suisse, eh bien, n'a pas cette proximité. Donc en Suisse, c'est pas demain que nous verrons des entreprises qui suppriment les PowerPoint. Par contre, en France, ça arrive. Attention, il ne faut juste pas que ce soit une simple mode, un simple effet de trend. Il faut que ça soit conscientisé. Et ça, je suis pas sûr que certaines entreprises se posent vraiment les bonnes questions. d'ailleurs en parlant de d'américanisation et de différentes cultures, j'ai une question de Marie, qui d'ailleurs vient de la reposer, mais je t'avais pas oublié Marie. C'est est-ce que tous ces tips sont valables dans toutes les langues ou est-ce qu'il faut prendre en compte les spécificités culturelles, pour, tes différents tips? Il y a des spécificités pardon, culturelles. Vous prenez par exemple la Suisse.
La Suisse, nous avons plusieurs langues nationales, 4 langues nationales. Donc, de base, la Suisse est un pays de l'écrit. Pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, quand vous avez quelque chose à transmettre à votre collègue de la même entreprise, mais qui n'est pas sur le même canton, région géographique, donc qui ne parle pas la même langue, alors soit vous maîtrisez l'anglais puis vous appelez, soit vous préférez dans l'envoi d'un email traduit avec DeepL, ou bien vous vous dites de toute façon, c'est mon collègue qui traduira avec DeepL. Donc, déjà en Suisse, on a cette culture de l'écrit qui fait que l'oralité ne s'appréhende pas de la même manière qu'en France, où on a une culture de l'oralité qui est beaucoup plus présente. En France, on a aussi, je l'ai dit, une géographie plus proche de l'anglo-saxon, donc de la culture un peu démonstrative. Je prends un exemple que vous avez toutes et tous certainement déjà connu, côtoyé. Vous avez le métier de conférencier qui existe en France aujourd'hui et qui commence seulement à arriver en Suisse aujourd'hui. Aujourd'hui, le métier de conférencier en Suisse n'existe pas. Vous pouvez donner des conférences, mais vous donnez des conférences parce que vous êtes une référence dans un domaine. Et aujourd'hui, vous faire payer les mêmes tarifs qu'en France pour une conférence en Suisse, bonne chance, parce que les gens ne considèrent que ce n'est pas encore un métier. Donc là encore, rien qu'entre la Suisse et la France, oui, il y a des différences culturelles qui font qu'on n'appréhende pas la parole de la même manière. Maintenant, vous parlez au Québec. Donc Québec, c'est un savant mélange entre la Suisse et le côté anglo-saxon. Par exemple, le Québec se méfie de la rhétorique parce que pour eux, c'est vraiment l'art de l'enfumage politique. Donc là aussi, moi, quand je travaille là-bas, je dois faire attention aux termes, aux mots que je transmets. Et dernier exemple que je connais, c'est le continent africain. Là, vous avez aussi une culture de l'oralité qui est fabuleuse. J'ai beaucoup appris avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une passion pour le langage imagé. Donc là-bas, en Afrique, c'est le langage imagé. Vous allez chez un ami, il va vous dire, mais quel bon vent t'amène. Parce que tout est question d'image et c'est un langage qui est démonstratif, qui est à émotion ajoutée. Eh bien, utiliser ce même langage en Suisse, les gens vont commencer à se méfier en disant: oh, attention, il y a trois images dans une phrase. Je commence un peu à douter, est-ce que ce n'est pas de l'entubage marketing? Donc, oui, les cultures forgent effectivement la compréhension et il faut faire attention avec ça. Mais alors, comme je le dis, c'est jamais un problème de communication, ce n'est qu'un problème d'éducation. OK. Moi, ça m'arrive aussi quand je démarre des réunions, je sens que les gens sont pas forcément dedans. Ça a un peu tendance à m'énerver. Heu, faut que je fasse gaffe à ça, faut pas trop le montrer, mais tu vois, tu as un collègue, qui fait autre chose, qui est sur son téléphone, et le truc, c'est au début, je me dis: «Mais comment je peux faire, pour capter l'attention?» En plus, quand ils sont sur le téléphone et qu'ils font autre chose, ils me disent: «Non, mais j'arrive à faire 2 choses à la fois». En plus, je sais que c'est faux. Ils disent: «Oui, non, mais si, moi, j'arrive à faire 2 choses à la fois, nin nin», et même, c'est pas le sujet, mais voilà, comment capter l'attention et comment je peux maintenir l'attention des gens dans mes réunions? Parce Les que les je peux managers pas doivent, ouais, les managers doivent dissocier, l'attention de l'intérêt. On veut trop rapidement intéresser les gens, sans avoir d'abord capté leur attention. Et si vous ne respectez pas le schéma attention avant intérêt, vous allez parler de choses à des gens qui ne sont pas encore, je dirais, réceptifs. Il y a une sorte d'imperméabilité à l'information. Pourquoi? C'est parce qu'on est peut-être encore dans sa réunion d'avant, on est peut-être en train de régler une histoire de garderie, on est peut-être en train de prévoir avec son conjoint ou sa conjointe le repas du soir, etc. Et c'est normal. Alors beaucoup s'énervent, beaucoup se disent, ben voilà, ben un peu comme toi Raphaël, c'est dire, mince, ils n'étaient pas avec moi, etc. Non, c'est pas de la faute du public, c'est parce que l'ordre des choses n'a pas été respecté. Mesdames et messieurs, je commence par capter votre attention et ensuite, seulement une fois que j'ai votre attention, je vous transmets des choses intéressantes. Donc, je capte votre intérêt. Mais vouloir faire de l'intérêt avant de l'attention, c'est un risque assuré de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, comment capter l'attention? Ce n'est pas avec des denrées techniques qu'on capte l'attention, c'est avec de l'interaction, c'est avec une anecdote, c'est avec un silence, c'est avec un bruit. Comme on l'a fait nous ensemble, on peut tout à coup s'imaginer interagir et poser une question à son public, le temps que les gens arrivent. Bref, c'est de mettre la rhétorique parlerait de mettre son public dans une disposition XY avant de rentrer dans le fond du message. Et si vous ne faites pas ça, ce n'est pas la faute du public, c'est la faute de l'émetteur ou de l'émettrice du message. OK. Donc même, tu as dit, capter l'attention avec un silence. Ça peut tout à fait. Imaginer, hein, on est en réunion. C'est moi qui est le, c'est moi qui orchestre finalement la réunion. Je me lève,
je me pose, si j'ai le courage de le faire, parce qu'encore une fois, le silence demande du courage, demande de l'expérience, mais je me lève, je me pose au bout de la salle de conférence, de la table de la salle de conférence, et j'attends avec un sourire et je regarde les gens. Eh bien, je peux vous garantir que les gens vont se dire: «Mais qu'est-ce que Mathieu fait debout à cette heure?» Et tout à coup, nous entendrons une mouche voler parce que le silence vient marteler justement à une sorte de bruit, de bruit imperceptible. Les gens me regardent. Pas mal. Et d'ailleurs, je vais tirer le fil de la réunion, ou de la présentation. Par exemple, moi, je faisais une conf la semaine dernière, pour les 20 ans du réseau Entreprendre. Voilà, il y avait, entre 600 et 700 personnes dans l'assemblée et je me posais la question de la gestuelle. En gros, une Ouais. question classique, hein, mais c'est par exemple, je fais quoi de mes mains, quoi? Je suis en train de parler, qu'est-ce que je fais de mes mains? J'ai l'impression, alors est-ce que je les mets dans mes poches? Est-ce que je me les mets derrière? Mais après j'ai l'air d'un machin truc. Est-ce que, je dois parler avec mes mains tout le temps, mais on va croire que je suis italien? Enfin, qu'est-ce que je fais de mes mains? C'est une question de neutralité. Aujourd'hui, si la gestuelle est un problème, c'est parce que la gestuelle n'est pas maîtrisée. Aujourd'hui, on va se dire: «Non, non, mais moi, il faut que je bosse, il faut que je bouge, il faut que je gesticule, ça fait plus naturel». Oui, mais je dirais, en réunion ou dans une conférence, vous allez complètement oublier, à cause du stress, ce que vous vous étiez, promis de faire, niveau gestuel. C'est-à-dire que vous allez commencer à rentrer dans un mode un peu, répétition, repeat. Vous allez vous toucher les cheveux, vous allez remettre votre chemise en place, vous allez, vous octroyer 1 m², un pas devant, un pas derrière, et cetera, et cetera. Vous allez, en phase accélérée, on dirait que vous dansez la cha-cha-cha là, c'est assez terrifiant. Vous allez, ajuster vos lunettes, vous allez triturer votre stylo, vous allez faire cliqueter ce stylo, bref, vous allez rentrer dans un mode repeat et ça, c'est dommageable. Et le problème, c'est que c'est non conscient. Il n'y a qu'avec une vidéo qu'on peut vous prouver à quel point il y a des gestes parasites. Donc, mon tips à moi, c'est de neutraliser votre gestuelle. C'est d'être le plus neutre possible avec peut-être un stabilo dans la main droite et votre main, gauche dans la poche arrière et poche arrière en plus, je ne mens pas, hein, mais si je prends la parole comme ceci ou si je mets ma main dans la poche arrière, vous voyez, ça m'ouvre les épaules. Donc ça aussi, hein, une main dans la poche arrière, c'est possible, pas dans la poche avant, s'il vous plaît, parce que visuellement, eh bien, on la voit cette main et surtout, ça fait tomber l'épaule. Mais c'est d'être le plus neutre possible avec les mains. Ensuite, avec les jambes, c'est largeur des hanches, les pieds écartés à largeur des hanches. On peut faire un petit squat pour se rappeler à quel point il faut être ancré au sol, mais s'il vous plaît, on ne bouge plus. Parce que plus vous êtes neutre, moins vous avez de gestes parasites, et moins vous avez de gestes parasites, plus votre posture est aussi solide que le message que vous transmettez. C'est vrai ce que tu me dis, quand on avait, l'année dernière, j'avais fait un TED et il y avait une espèce de pastille, rouge au sol. Oui. Et en fait, le coach nous avait dit, pour nous préparer au TED, bah, essayer de rester dans ce cercle rouge. Mhm. Et en fait, ça nous évitait il disait: «Vous avez le droit de bouger parce que les caméras, elles suivent dans tous les Mhm. cas, mais il faut une vraie raison, si on veut bouger». Par exemple, on passe à une partie ou je sais pas quoi, mais sinon, en gros, on reste sur notre pastille rouge et puis, on reste assez neutre, quoi. Que c'est un peu, enfin, ça fait vachement écho à ce que tu disais. C'est ça, en fait, bah, on va chercher la cohérence dans le message, hein, que ça soit dans les mots ou dans la gestuelle, et il faut que la gestuelle soit cohérente avec le propos tenu. Et c'est vrai qu'un geste, par exemple, le fait de marcher de la partie gauche de la salle à la partie droite de la salle, bah, il faut que ça soit cohérent avec un message qui peut dire, bah, maintenant que, mesdames et messieurs, j'ai traité ce point, je vais traiter ce point, et en même temps que vous l'annoncez, vous bougez. Et comme ça, visuellement, il y a aussi une cassure, une césure qui s'opère. Mais sinon, ça ne rime à rien et le public ne comprend pas pourquoi vous gesticulez dans tous les sens alors qu'il n'y a pas besoin de le faire. Et je vous assure, hein, il y a des conférences où les gens se mettent à compter le nombre de fois où la personne cliquette son stylo. On commence à compter le nombre de fois où la personne, justement, change, donc répartit son poids, jambe gauche, jambe droite. Le public, s'il n'est pas captivé, il peut partir dans des espèces de jeux stupides et malheureusement, c'est l'oratrice ou l'orateur qui ramasse. Quand j'ai des prises de parole, parfois ça m'arrive enfin, quand je les prépare, moi j'aime bien du coup de plus en plus les faire, sans PowerPoint. Ça m'oblige à, enfin ça facilite pour moi le fait de capter l'attention du public et d'avoir une interaction avec eux. Mais parfois je me dis, enfin ma grande peur on va dire, c'est de garder le fil. Oui. Est-ce que tu as des techniques ou des moyens de garder le fil quand tu fais tes présentations? Il faut bosser et dire moins.
Si on vous donne 10 minutes, respectez ce tiers de moins. C'est clair qu'on perd le fil quand il y a trop. Perdre le fil, c'est parce qu'il finalement, alors ça détonne un manque de préparation, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup trop. Pour ne pas perdre le fil, eh bien, faites beaucoup moins. Mais là, encore une fois, ça vient de cette problématique de se dire quantité égale crédibilité et compréhension. C'est faux. C'est vraiment archi faux. Il faut se dire que plus. Bon, on va métaphoriser ça avec la dégustation de vin. Si vous arrivez à offrir le bon cépage au bon public, bah, l'objectif, c'est que les gens achètent. D'accord. Et une dégustation de vin, c'est exactement ça. On veut vous faire déguster pour vous frustrer et donc pour que vous reveniez. C'est le but d'une prise de parole, c'est le but d'un bon discours. Par contre, on veut tout de suite se caresser un petit peu dans le sens du poil en disant non mais je vais encore dire ça, non mais ça c'est important, non mais ça j'ai envie de le dire parce que ça me plaît de le dire, etc. Eh bien c'est ça qui amène à perdre le fil, c'est ça qui amène à digresser, à ne plus savoir où on en est, à ne plus. C'est vraiment ce surplus. Après, il y a des techniques évidemment. On ne peut pas rentrer dans trop de détails, mais il y a des techniques évidemment pour apprendre son discours et pour le structurer d'une certaine manière. Mais si déjà demain matin à 8 heures, vous avez votre rythme ternaire, donc 1, 2, 3, vous supprimez 30% de votre communication avant de la diffuser et vous essayez de vous en tenir au plan, vous verrez déjà votre vie, je pense, va changer du tout au tout. Merci Mathieu. J'ai une nouvelle question de Céline Oui. qui est: que faire quand on sent qu'on ne convainc pas en réunion? Par exemple, il y a toujours un collègue, qui pointe un contre-exemple minime et qui profite du contre-exemple pour remettre en cause tout le bien-fondé de la démarche. Il ne faut surtout pas laver son linge sale en public, Céline. C'est parce que si finalement vous tombez dans le débat en public, c'est là où vous allez perdre des plumes. C'est là où vous allez justement tenter un exercice et vous n'êtes pas prêt. Et c'est vous finalement qui êtes face au public. Le collègue qui est tranquillement assis sur sa chaise, lui, il ne fait que planter une graine. Il ne fait que entamer la fissure. Et le problème, c'est que c'est vous après qui devez survivre à l'effondrement. Donc, dans un cas comme ça, remercier les gens. On dit toujours merci parce que ça peut toujours venir aussi d'une bonne intention. Quand un collègue remet en question quelque chose, on dit merci. Merci. Et faites même le geste de noter. Hein. Moi, j'ai toujours ce petit post-it où je note le contre-exemple, je note la remarque. Mais si tu es OK, je reviens vers toi à la fin de la réunion et comme ça, on traite ensemble spécifiquement ce point-là. Et si le collègue insiste, parce que ça peut arriver, il faut absolument botter en touche, mais c'est clair que si on vous pousse à laver le linge sale en public, vous allez commencer, vous, à vous justifier, Céline, et qui se justifie se crucifie. Donc l'idée, c'est de prendre note et ensuite, on verbalise. Merci beaucoup pour le contre-exemple, merci beaucoup. Je peux admettre que c'est moi qui me suis peut-être trompé sur ce point-là. Je te propose de continuer et on regarde ce point spécifiquement ensemble, en duo, après la réunion. Ça, je pense que c'est la meilleure manière de s'en sortir. Ça fait d'ailleurs un peu le lien avec, ce que tu me disais au début sur l'authenticité, quoi. Moi, si je suis authentique et que la personne me dit ça, parfois j'ai envie de lui d'exploser en live, c'est peut-être pas Non, non, la effectivement, meilleure il faut façon de éviter. faire, quoi. Et plus les entreprises sont grandes, plus elles sont politisées. Il y a des entreprises, moi qui bosse dans le domaine du luxe, on va clairement dire à des managers, même si tu n'es pas d'accord avec le big boss, tu dis oui monsieur et c'est réglé. Donc même si finalement on a des choses pertinentes à dire, on ne les dit pas pour éviter de froisser. Donc plus l'entreprise est politisée, avec des bêtes, je dirais, rangs hiérarchisés, avec des petites guerres internes, moins on a la possibilité de taper du poing sur la table et de dire franchement ce qu'on pense. Ce que je déplore, mais c'est comme ça. Et pour faire changer des paquebots, je peux vous dire que ça prend du temps. Alors je vois Encore alors une il y a des question de nouvelles Valérie. questions. Ouais, il y a Valérie, tac, je me la note ici. Celle-là, on a répondu et paf, je diffuse celle-là. Qu'en est-il de l'humour? Généralement, une touche d'humour est bienvenue lors d'une prise de parole, ça aide à se rapprocher du public, à capter l'attention, à faire sourire. C'est quoi le bon équilibre pour pas passer ni pour un psychorigide, ni pour un clown? La réponse se trouve dans la question, Valérie. Il y a une nette différence entre faire rire et faire sourire. Il y a 3 lettres de différence entre sourire et rire, et ce sont 3 lettres qui changent tout. Faire rire est un métier. Et seul le public est capable de dire si vous êtes drôle ou non. C'est du reste le grand problème des humoristes qui se lancent. On a l'impression que nos vannes sont drôles, et au premier stand-up, eh bien, c'est le froid intersidéral, puisque finalement, on se ramasse un silence qui est assassin. Plutôt que de vouloir faire rire, moi je propose de faire sourire. Et comment est-ce qu'on fait sourire?
Eh bien, on s'intéresse tout d'abord à son interlocuteur. On lui pose des questions, mais les vraies questions. Hein. C'est pas c'est allé ton week-end? Non, on peut aller bien plus loin. On peut s'intéresser, qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Ou bien, quel est le point fort de ton week-end? Prouver à la personne qu'on s'intéresse à elle sous un angle un tout petit peu plus sexy qu'une question bouche-trou. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous pouvez utiliser des anecdotes. Les anecdotes font sourire. Une anecdote client, une anecdote finalement que vous avez vécue avec un ou une collègue. Mais l'idée, c'est de faire sourire en générant de l'interaction et non pas de vouloir faire rire parce que vous allez pour moi, c'est très dangereux de commencer à se la jouer en mode stand-up parce que justement, on peut très vite tomber dans la catégorie du clown. Je vois qu'il est 14h53, donc on va prendre des toutes dernières questions si jamais il y en a. Moi, j'ai encore quelques questions aussi pour toi, Mathieu. Allez, Donc, tant lâchez-vous qu'il y a dans le pas de chat questions, si vous en avez. voilà, parce que tant qu'il y a pas de questions, sinon c'est moi qui me régale. Et je sais par exemple que dans notre formation, il y a quelques fois où tu as parlé de la rhétorique des objets. Je sais pas si tu peux nous dire un peu ça. Est-ce que ça peut servir en entreprise ou est-ce que non? Voilà. Oui, ça peut tout à fait servir à la rhétorique des objets. En 2008, Steve Jobs présente le MacBook Air et plutôt que de dire que son MacBook Air est tant de centimètres, enfin, il parle de la finesse, du poids, etc. Plutôt que de partir sur de la technicité, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le MacBook Air d'une enveloppe. Et ça fait appel à un raisonnement syllogistique en rhétorique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les enveloppes contiennent des feuilles. Le MacBook Air est contenu dans une enveloppe, donc le MacBook Air est comparable à une feuille. Et ça, votre cerveau le fait très rapidement. Pourquoi? Parce que l'objet permet de rendre le propos évident. Même chose, je crois que c'était en 2016-2017, je n'ai plus la date exacte en tête. C'est un exemple français. Jean-Luc Mélenchon, suite à la diminution d'un budget, je ne sais plus quoi, de 5 euros, Les euh, APL. voilà, les appels de 5 euros, eh bien, tout le monde dit, bon, bah, 5 euros, c'est pas si gros, finalement, 5 euros dans un budget. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon est arrivé avec des courses. Donc, il est allé faire des courses. Il est allé acheter de la denrée alimentaire pour 5 euros. Et on se voit qu'il avait un paquet de pâtes à boire, etc. Il a prouvé que 5 euros, c'était à manger pour X personnes sur 2 jours. Et enfin, j'ai plus exactement le détail en tête. Mais en gros, l'objet a rendu le propos évident. Donc oui, les managers peuvent se créer des totems, des petites choses, des éléments qui sont répétables, avec lesquels vous pouvez prendre la parole, qui tangibilisent votre propos. Ça permet non seulement de varier le discours, bah, c'est rare, ça se fait peu, donc c'est assez stimulant pour le public, et ça permet surtout d'amener de la pertinence dans le propos. Et alors attends, il y a une question. Heu, hop là, add to stream. Comment ne pas se justifier face à la critique d'un journaliste? Demande Daniel. Le problème de la critique, c'est qu'elle va appeler tout de suite. En fait, la critique, comment dire, c'est une allumette sur un baril de poudre parce que la critique va assez rapidement toucher un pilier, une croyance. On va remettre en question une croyance chez l'autre. Critique, si on analyse le mot critique, ça nous vient de examen. Donc celui qui critique soumet l'autre à un examen. Donc déjà, il faut dédramatiser avec ce que j'appelle un peigne à critique. On peut se demander si la personne a vraiment les capacités pour nous critiquer. Sinon, elle peut donner son avis. Hein. Au restaurant, il y a une immense différence entre je n'aime pas ce plat, qui est un avis, et je n'aime pas ce plat, j'aurais mis différentes épices, qui est une critique. On vient poser un avis, on vient corriger l'autre. J'aurais fait différemment. Donc déjà, pour émettre une vraie critique, il faut avoir un niveau de compétence égal à celui qui est critiqué. Si demain, je rentre dans votre entreprise, Daniel, et je viens vous dire comment faire votre métier, eh bien, je n'ai pas les compétences pour vous critiquer, je n'ai pas les compétences pour le faire parce que je ne connais pas votre métier. Donc déjà, il y a la question des compétences. Ensuite, il y a la question du mode opératoire. Est-ce que la personne qui me critique, en l'occurrence le journaliste, le fait en bonne et due forme? Est-ce que c'est respectueux? Parce que parfois, on sent très vite qu'il y a un fond de méchanceté derrière la critique. Et ça, quelqu'un qui vous veut du mal n'a pas à recevoir une seconde de votre attention. Et dernier point qu'on peut se poser comme question quant à l'analyse d'une critique, c'est quelle est la finalité de la critique? Est-ce que la critique, elle veut objectivement faire avancer le débat? Est-ce qu'elle veut objectivement faire grandir les différentes parties? Ou est-ce que c'est juste une manière pour la personne qui critique d'exister? Moi, je le vois beaucoup sur LinkedIn avec plus de 25 000 personnes dans mon réseau, enfin dans la communauté. Bah, c'est clair qu'il y a des posts qui partent, qui sont viraux.
Et tout à coup, il y a des gens qui me disent oui, mais Mathieu, ce que vous dites, c'est faux parce que ci, parce que ça. Mais bien souvent, on se rend compte que ce sont des gens qui veulent aussi exister dans le buzz du poste. Et donc, ils n'en ont que faire de vous faire avancer, ces gens-là. Ils veulent juste exister. Hein, c'est le problème du manager dont je parlais, c'est prendre la parole pour exister. Donc déjà, on relativise. Est-ce que la personne a les compétences? Est-ce que c'est fait en bonne et due forme? Et est-ce que ça a un objectif bienveillant? Ça permet peut-être de dédramatiser la critique. Ensuite, si la critique, elle est faite en bonne et due forme, qu'elle est respectueuse et qu'elle est faite par quelqu'un qui connaît le sujet, à part dire merci, Daniel, on ne peut rien dire. Parce que la personne, elle a tous les feux verts pour venir poser un examen sur ce qu'on vient de faire. Et là, il faut avoir l'intelligence et l'humilité de dire que j'ai, en tant qu'être humain, une chance de m'améliorer grâce à cette critique. Puissant. Trop cool. Je vois qu'il est 14h58, ça a filé à une vitesse folle ce webinaire. Je me suis régalé. On vient de finir la partie Q&A et c'est le moment de passer au petit mot de la fin. Donc Mathieu, je ne sais pas si avant de nous quitter, tu as un petit truc à nous partager. Je Mon mot de la fin, c'est mon mot de la fin. Heu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça, c'est un petit tips à tous les managers, qui peut surtout servir votre ethos, donc votre posture, et la qualité du message, la perception du message et retenez bien ça, c'est fondamental. Dans toutes vos réunions, dans toutes vos prises de parole, apprenez à faire ce qu'on vient de faire avec Raphaël. D'inverser les questions-réponses et la conclusion. Pourquoi? Tout le monde transmet une conclusion. Et ensuite, on dit, bon, bah, mesdames et messieurs, j'ai terminé, donc maintenant vient le temps des questions-réponses. Et c'est là que le petit malin ou la petite maline lève la main en disant, oui, bonjour, alors, j'ai pas vraiment une question, hein, mais j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit, Raphaël et Mathieu. Vous avez, sur le slide 7, dit 38% des Françaises et des Français, mais ça, c'est le chiffre 2021. Hein. 2024, ça a été mis à jour et c'est 33%. Donc, voilà, je voulais juste vous mentionner cette erreur. Merci beaucoup. Et puis là, finalement, tout le monde repart sur cette problématique. Mais comme vous avez déjà conclu, eh bien, vous avez perdu le match parce que vous avez laissé le public avoir le dernier mot. C'est pour ça que c'est fondamental d'intervertir questions-réponses et conclusions. Déjà, de un, vous réveillez le public parce qu'au moment de poser des questions, le public se réveille ou attention, quelque chose a changé, je me réveille. Mais surtout, vous gardez la pleine maîtrise du premier mot jusqu'au dernier mot. Donc, mesdames et messieurs, après cette conclusion, vous l'imaginez bien que je ne vais pas, et ni Raphaël ni moi, nous vous laisserons poser des questions. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une après-midi, une fin de journée claire, concise, précise. Je reste évidemment à votre disposition, que ce soit Fasterclass, que ce soit moi, pour prolonger les échanges. Et je me réjouis vraiment de la collaboration avec Fasterclass et aussi de vous entendre dans un futur proche. Merci en tout cas à toi, Raph, et merci à Mo. Ouais, bah, merci à toi Mathieu. Il est 15h, réglé comme une horloge suisse. Ça, alors un type qui vend du CCP, je peux vous dire qu'il n'a pas le droit à une minute de retard.